Vincent Giordano, directeur de recherche CNRS à l'Institut FemtoST, qui va donc nous apporter une sorte de bilan, de gros rapport d'activité en quelque sorte, de quasiment 30 ans d'activité de recherche aujourd'hui sur le développement d'oscillateurs saphir micro-ondes ultra stables à FemtoST. Alors je vais me permettre de faire juste une toute petite introduction pour les personnes qui potentiellement connaissent un petit peu moins Vincent. Donc Vincent, après un diplôme d'ingénieur à l'ENSEM, a effectué sa thèse de doctorat au laboratoire de l'horloge atomique à Orsay, en région parisienne, supervisé par Pierre Serrez, sur le développement d'une horloge atomique à jet de césium à pompage optique, qu'il a soutenu en 1987. Donc, suite à cette thèse, il a effectué un séjour postdoctoral de 18 mois à Québec, au Canada, dans le groupe de Jacques Vanier, dont le nom évoque sans nul doute beaucoup dans la communauté temps fréquence, puisque Jacques Vanier est le co-auteur avec Claude Audouin d'un ouvrage de référence qui s'appelle The Quantum Physics of Atomic Frequency Standards, que beaucoup considèrent comme l'une des bibles sur les horloges atomiques et sur le temps fréquence. Et donc, au cours de ce séjour canadien, Vincent a participé à des expériences impliquant des lasers, des cellules atomiques, et d'ailleurs joué un petit peu avec un phénomène quantique qu'on appelle le piégeage cohérent de population, qui aujourd'hui est au cœur des micro-horloges atomiques. Donc, suite à ce séjour canadien, Vincent a obtenu un poste de chargé de recherche au CNRS, qu'il a occupé au laboratoire de l'horloge atomique, poursuivant donc des travaux sur une horloge atomique à jet de césium à vocation industrielle. Et donc en 1993, retour à Besançon pour Vincent, donc, qui intègre le LPMO, laboratoire de physique et métrologie des oscillateurs, pour donc initier, engager et piloter des activités de recherche sur le développement d'oscillateurs à résonateurs saphir micro-ondes ultra stables, avec certainement en tête l'idée potentiellement d'utiliser ces instruments pour venir interroger la transition d'horloges d'atomes refroidis par laser dans des fontaines atomiques, dont la première démonstration expérimentale, publiée 2 ans plus tôt par André Clairon et ses collègues à l'Observatoire de Paris, venait juste de révolutionner la métrologie des fréquences. Donc Vincent devient directeur de recherche CNRS en 2001. Il a formé en thèse, comme vous le savez, beaucoup d'entre nous ici présents, et c'est toujours distiller et transmettre avec beaucoup d'humanité son savoir-faire, ses connaissances et sa rigueur métrologique. Et donc Vincent nous offre aujourd'hui une prise de recul de hauteur sur 30 années de recherche consacrée à la métrologie des fréquences, et donc en particulier au développement de ces oscillateurs saphir. Ces oscillateurs sont aujourd'hui valorisés par Femto Engineering, commercialisés, démontrant des performances de stabilité remarquables dans la gamme basse des 10-15 jusqu'à 10 000 secondes de temps d'intégration. Et ces oscillateurs ont d'ores et déjà été livrés dans plusieurs laboratoires nationaux de métrologie et constituent donc sans nul doute un exemple marquant de réussite de transfert et de valorisation de l'Institut, et donc par ce biais évidemment l'une des belles contributions à son rayonnement. Donc maintenant je me tais, parce que je sais en plus que Vincent, tu n'es pas forcément friand de ce type de long discours, et je te laisse la parole, et je te remercie encore de nous avoir proposé de faire cette série de séminaires. Merci Rodolphe, et bonjour à tout le monde. Je dois me placer vers le micro, là. Ouais. Bonjour et merci d'être présent, et bonjour à ceux qui sont en virtuel. Alors pourquoi ces séminaires ? Pour plusieurs raisons. Déjà une raison personnelle. Comme l'aime le rappeler Valérie, que je ne vois pas, c'est que je commence à être un vieux con. Hein. Je vais bientôt avoir 62 ans. Donc la retraite n'est pas très loin. Je ne sais pas encore exactement quand je la prendrai, mais ça ne va pas tarder. Et j'ai toujours trouvé dommage quand je voyais partir des collègues en retraite qui partent et puis qu'on oublie un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ces séminaires. Et puis c'est aussi pour moi le moment de faire des bilans. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? Pendant 30 ans, j'ai bossé donc sur ces oscillateurs, et de faire ce bilan, ça m'a rassuré un petit peu sur ce que j'ai fait. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de dire ça, mais finalement, je suis assez fier de tout ça. Et bon, voilà, j'aimerais partager ça avec vous.
Puis c'est peut-être l'occasion aussi de montrer un projet qui est parti de zéro et puis qui est maintenant valorisé, puisqu'on vend maintenant ces machines dans le monde entier. Et donc c'est aussi, je pense, un exemple de recherche, de projet de recherche qui a fini par déboucher. Alors évidemment, j'ai 30 ans de recherche à l'Institut Femto. Bon, on sait tous que Femto a 20 ans, donc en fait j'ai commencé au LPMO, qui était le laboratoire de physique et de métrologie des oscillateurs, et qui est devenu en partie le département en fréquence de Femto. Bon, j'ai indiqué ici tous les... Alors je crois que j'en ai oublié quelques-uns, je suis vraiment désolé. Les collaborateurs qui ont œuvré dans ce domaine-là, hein, où vous allez reconnaître un certain nombre de noms ici, tous ces gens-là ont touché de près ou de loin ces résonateurs Saphir. Et j'ai voulu aussi indiquer des collègues étrangers, notamment les collègues australiens, qui sont les précurseurs de ces machines et qui ont été toujours très sympathiques. Et j'ai eu l'occasion de faire des séjours là-bas où ils m'ont montré ce qu'ils faisaient et j'ai appris beaucoup avec eux. Hein, donc je tiens à souligner ce point-là quand même si aujourd'hui ces gens-là, au niveau commercial, sont un peu nos concurrents. Hein, mais ça reste des amis. Et puis j'ai indiqué également notre collègue Mac Oxborough du NPL, qui a aussi joué un grand rôle dans toutes ces affaires. Voilà, donc j'ai prévu 3 séminaires, je ne sais pas du tout combien de temps ça va tenir. Quand vous en aurez marre, vous me faites signe et j'arrête, et puis on reprendra la semaine prochaine. Ouais. On peut en faire 4. Pardon? On peut en faire 4. Oui, ben je pense que ça tiendra dans 3. Voilà. Donc j'ai donné ici un plan. Bon, aujourd'hui, on va rester assez basique et je vais essayer de vous expliquer les motivations et le contexte de ces travaux. Essayer aussi de vous donner une idée de l'histoire de tous ces développements dans le monde et en particulier à l'Institut Femto. Et puis au niveau technologique et scientifique, aujourd'hui j'aborderai le résonateur, qu'est-ce qui se passe dans ce résonateur, dans ce morceau de caillou qu'on essaie de refroidir. La semaine prochaine, je parlerai plus de cryogénie, les méthodes de refroidissement qu'on utilise. Je vous montrerai les différents types de cryogénérateurs qu'on peut utiliser et leur principe de fonctionnement en restant relativement simple. Et puis je parlerai des projets, des grands projets qui ont permis de faire avancer cette technologie à l'Institut Femto. Et donc dans le 3e séminaire, j'aborderai plus la partie Ulysse 2G, donc qui est la machine que Femto Engineering commercialise aujourd'hui. Je rentrerai dans le design et dans les petites astuces qu'on a mis au point pour pouvoir vendre ces machines. Je parlerai également de projets en cours, et puis des choses qu'on a commencées, qu'on a arrêtées, des bonnes idées, mais qui ont dû être stoppées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de force, etc. Voilà. Donc, tout d'abord, les motivations. Je pense que tout le monde ici connaît ce type de courbe. Hein, ça, c'est la stabilité de fréquence exprimée en termes de variante d'écart type d'Allen en fonction du temps d'intégration. Et puis vous avez en noir ici les oscillateurs qu'on peut trouver commercialement, hein, le quartz 5 mégas ou 10 mégas qui frise les quelques 10-14 ici, et le maser hydrogène qui a une stabilité sur la seconde qui est de l'ordre de 10-13 et qui descend comme ça de façon monotone jusqu'à la journée, voire plus. Mais il y a des besoins qui sont ici représentés par cette zone bleutée ici, qui sont des besoins que j'ai essayé de résumer ici, très spécifiques, hein, notamment donc, pour faire marcher les hypothèses atomiques. Vincent, il faut que tu ailles devant le micro pour les gens. Ah oui, le micro. Ah ok. Je vais essayer de rester là alors. Ok, j'en étais où? Oui. Les fontaines atomiques, donc c'est
des horloges atomiques où on utilise des atomes froids. Si on veut tirer entièrement profit de ces atomes froids, on est obligé d'avoir des oscillateurs d'interrogation qui ont une pureté spectrale ou une stabilité à court terme, si vous voulez, dans la gamme des 10-14, 10-15. Bon, il y a d'autres applications, hein, si on veut. Bon, ça peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins important de par les progrès qu'a fait l'optique, hein, mais il y a quelques années, si on voulait établir des fréquences de référence dans le domaine optique, voire infrarouge, on utilisait la multiplication de fréquences et il fallait évidemment... Allô, allô, on m'entend ici? Ça marche? Ouais, ben alors j'ai deux trucs dans les mains, là. Oui, il fallait partir d'un oscillateur ayant une bonne stabilité à court terme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. La radioastronomie, la VLBI, donc, qui utilise plusieurs antennes synchronisées, des manips de physique fondamentale. Quand on a des horloges ultra stables, eh bien, on peut faire des mesures très précises. Si on soulève une horloge d'1 mètre, on devrait avoir une variation de fréquence de l'ordre de 4-10-16. Bon, alors quantum computing, ça c'est assez récent. Il y a eu à Toyama cette année, ou l'année dernière déjà, une présentation où il semblait montrer qu'ils avaient besoin d'une certaine stabilité à court terme pour faire marcher leur quantum bit. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi, mais en tout cas, il semble avoir un besoin dans ce domaine-là. Donc c'est des besoins très spécifiques, hein, et en plus on doit ajouter que les gens qui ont besoin de ces oscillateurs, ils ont besoin d'un oscillateur plug and play, c'est-à-dire avec un fonctionnement sans interruption. Souvent, notamment pour ce qui concerne la navigation spatiale ou la radioastronomie, on est dans des sites éloignés de tout. On était installé le premier oscillateur cryogénique en Argentine. Pour rejoindre la station, il y avait 40 km de piste. Voilà. Et puis, évidemment, avec ces contraintes, on voudrait avoir une maintenance la plus basse possible et puis éventuellement une consommation électrique raisonnable également. Et bien aujourd'hui, l'oscillateur saphir cryogénique est la seule technologie qu'on peut acheter et qui correspond à ces besoins très spécifiques. Hein. Vous avez ici donc la stabilité de fréquence de Ulysse 2G. Donc ça, c'est les specs. On a pris une certaine marge, hein, donc on a une stabilité. Ce qu'on dit aux clients potentiels, c'est une stabilité à court terme de 3-10-15, entre 1 et 10 000 secondes, et puis ensuite une dérive qui est de l'ordre de 10-14 par jour. Tout en sachant que, bon, suivant, on aura le temps de voir ça en détail, suivant les dispositifs, bon, la stabilité est meilleure que ces spécifications que j'ai données ici. Et donc cet oscillateur est basé sur un résonateur qui est un morceau de caillou, qui est du saphir. Alors, je m'excuse également de donner mes séminaires en français, mais je suis assez nul en anglais, et donc je me suis dit 3 séminaires, non, ça ne va pas le faire. Donc voilà, j'utilise ma langue natale pour vous expliquer tout ça. Donc oui, saphir, ça vient vraiment de l'anglais. En français, on parle plutôt de corindon. Parce que chez nous, le saphir, ça exprime plutôt le bijou. Et c'est en général un caillou qui a une certaine couleur et qui n'est pas transparent comme ça. Donc on utilise ce type de résonateur qu'on va refroidir dans un cryostat et puis fabriquer un oscillateur donc à partir de ce pendule. Et donc voici une image de l'instrument qui est commercialisé par Femto Engineering. Alors évidemment, il y a des
technologie émergente, et certainement que l'avenir, enfin on le sait tous, hein, l'avenir réside plutôt dans les fréquences optiques. Hein, et il existe déjà des instruments commercialisés, mais qui ne répondent pas tout à fait aux exigences des applications bien spécifiques que j'ai citées tout à l'heure. En particulier, donc, cet engin-là, donc, la société, c'est... ils sont à Boulder, je ne sais plus le nom de la boîte qui vend ça, mais... Pardon ? Stable Laser, voilà. Donc ils ont un laser stabilisé dont les performances sont présentées ici. Donc à court terme, les oscillateurs optiques, enfin les lasers stabilisés sur des cavités à température ambiante, elles sont capables de rejoindre les performances du lys sans problème. Hein, mais en général, il y a des dérives assez fortes qui limitent donc les performances de ces engins à long terme. Ok, donc ça c'est la boîte de Boulder et ça c'est l'instrument Menlo System, voilà, qui est représenté ici en bleu. Et bon, si on enlève la drift, on n'est pas loin des performances du lys, hein, à condition que la drift soit reproductible à long terme, etc. Et puis il y a des choses bien meilleures qui utilisent cette fois des cavités refroidies également dans des gros systèmes cryogéniques. Et donc là, j'ai une performance qui a été publiée par Robinson en 2019. Je ne suis pas sûr que ça soit le dernier résultat, mais en tout cas, vous voyez que ces instruments sont capables de descendre bien plus bas. Mais pour l'instant, ça reste des machines de labo. La consommation électrique est certainement très élevée parce que le cryogénérateur est très puissant. Et ok, en plus, ces instruments vont réclamer un laser femtoseconde si on veut générer à partir de la longueur d'onde stabilisée des fréquences dans le domaine micro-ondes ou radiofréquences. Donc au niveau coût de l'instrument, je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup moins cher qu'Ulysse 2G. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de présenter aux visiteurs du labo qui ne connaissent pas les oscillateurs pour leur expliquer qu'en fait nos machines, ça marche exactement comme les horloges comptoises, hein. Il n'y a rien de plus que ça. Dans une horloge comptoise, on a donc un résonateur qui est le pendule qui va fixer le rythme de l'horloge. Et ce pendule, donc, on le met en mouvement et avec un système assez compliqué de poulies et qui est alimenté par une énergie qui est ici un poids pesant, une masse pesante. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le pendule, il va osciller à son rythme propre et si je fais rien, au bout d'un moment, il s'arrête parce qu'il va dissiper de l'énergie. Donc on est obligé de temps en temps de venir lui donner une petite pichenette pour entretenir son mouvement. Mais la pichenette, elle n'arrive pas forcément au bon moment. Dans les engrenages, il y a du jeu et on peut assimiler ça au bruit de phase, si vous voulez. Et donc, plus le pendule sera capable d'osciller sans intervention, meilleure sera la stabilité de l'horloge à court terme. Et bon, le coefficient de surtension du pendule, en gros, c'est le nombre d'oscillations qu'il est capable de faire avant de s'arrêter. Un facteur pi près, peu importe. Et donc, pour avoir une bonne stabilité à court terme, ce qui est important, c'est d'avoir un grand facteur de surtension. À ce moment-là, les défauts du système d'entraînement seront minimisés. Après, on va être confronté à d'autres phénomènes qui vont influer sur la stabilité à moyen et long terme. Et c'est tout ce qui va perturber donc, la longueur du pendule. Hein. Notamment, la première chose à laquelle on est confronté, et ça tous les gens du département temps fréquence le savent, c'est les fluctuations de température. Si la température évolue, la longueur du pendule va changer et la fréquence va bouger. Et puis le pendule peut être sensible à la pression atmosphérique, il peut être sensible au champ magnétique, au champ électrique. Enfin, voilà. Et notre boulot au département, c'est d'essayer de minimiser
tous ces effets et trouver des compromis pour avoir la meilleure stabilité possible, quel que soit le temps d'intégration. Alors concernant la stabilité à court terme, donc, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est le facteur de surtension, le facteur de qualité. Et vous avez ici donc quelques chiffres qui vous donnent une idée. Donc si je prends un pendule dans le vide qui va osciller typiquement 1 Hertz, le coefficient de surtension ne va pas dépasser quelques centaines. Le saphir cryogénique, le coefficient de surtension est d'1 milliard typiquement. Et pour les cavités silicium cryogéniques, on peut arriver encore à des facteurs supérieurs. Donc ça, c'est l'approche basique, je dirais. Maintenant, on va plutôt... Là, je vais dire exactement la même chose, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'Ife-Ellison, qui explique pourquoi le coefficient de surtension est si important. Donc, un oscillateur, c'est un résonateur qu'on vient boucler avec un amplificateur, et puis si le gain est suffisamment important, eh bien, on obtient ici un signal à la fréquence du résonateur. Okay. Or, l'amplificateur est sujet à du bruit de phase. Hein. Vous avez ici le spectre de bruit de phase de l'amplificateur, donc qui comporte du bruit blanc, et puis du bruit en 1 sur F. Et lorsque je boucle le système, eh bien, c'est l'effet Ellison, hein, on va avoir donc une transformation du bruit flicker ici en une pote en 1 sur F3, à partir de la fréquence de Ellison qui est donc inversement proportionnelle au coefficient de surtension. Donc plus le coefficient de surtension sera élevé, plus on se rapproche ici des basses fréquences et moins le bruit de phase sera important. Voilà, donc là, je redis que pour faire un bon oscillateur, il faut un grand coefficient de surtension. Et puis ensuite, donc, il y a toutes les perturbations environnementales qui vont jouer sur la fréquence du résonateur ou du circuit qui l'entoure. Hein, alors on peut avoir des variations aléatoires, mais on peut aussi avoir des modulations. Hein, par exemple, ici, vous avez dans le spectre une raie qui est due à une modulation qui traîne dans le coin. Et dans le domaine dans le domaine temporel écart type d'Alan, on va faire apparaître une bosse ici qui va perturber donc, la stabilité de l'horloge. OK. Alors comme je l'ai dit, donc, si on veut une bonne stabilité à court terme, il faut un grand facteur de surtension, il faut aussi une puissance importante hein, pour avoir un bon rapport signal sur bruit. Si on veut avoir une bonne stabilité sur le moyen et le long terme, il faut avoir une faible sensibilité à l'environnement. Et souvent, ces conditions-là sont contradictoires. Donc on est toujours à la recherche en fait, de compromis. Une autre façon de présenter des choses de façon globale, c'est un résonateur, il a une courbe de résonance, hein, qui est en général une lorentzienne, qui a une certaine largeur. Et puis, on a des fluctuations de fréquence. Et quelle est la plus petite fluctuation de fréquence qu'on est capable de détecter? Eh bien, on va donner un paramètre ici phénoménologique, qui est le rapport entre la plus faible variation de fréquence qu'on peut détecter et puis la largeur de raie. Et ce chiffre-là, on peut en avoir une idée. Peu importe ce qui entoure le résonateur, peu importe l'électronique qu'il y a autour, si on travaille en micro-ondes, on sait qu'on peut distinguer le maximum d'une courbe de résonance avec une résolution qui est de l'ordre de 10-6 à 10-7. Ça, c'est vraiment, si on regarde ce qu'on voit dans la littérature, on peut calculer pour chaque oscillateur ce coefficient, et puis on tombe dans ce domaine-là. Bon, ça veut dire ça que pour avoir une stabilité de 10-15, il faut que le coefficient de surtension en charge, donc je reviendrai sur ces notions un peu plus tard, en charge, à vide, etc. Et il faut que le coefficient de surtension soit compris entre 10 puissance 8 et 10 puissance 9. Alors pour faire ça, on va utiliser de la cryogénie. Et là, la cryogénie, c'est une science assez récente finalement. Hein. Il y a eu au XIXe siècle beaucoup
de grands scientifiques qui ont travaillé sur la théorie et puis qui commençaient à liquéfier des gaz, etc. Mais vous voyez ici les premiers cryogénérateurs ont fait leur apparition assez tardivement. Hein. Le premier cryogénérateur commercial date de 1980. Et le premier cryogénérateur de type pulse-tube, qui est le type de cryogénérateur qu'on utilise, a été commercialisé en 2000. Donc c'est assez récent. Et pourquoi on va utiliser de la cryogénie? Pourquoi elle est intéressante dans notre domaine? C'est parce que, de façon générale, lorsqu'on va refroidir le pendule ou le résonateur micro-ondes électromagnétique, eh bien, le coefficient de surtension va augmenter parce que la plupart des phénomènes dissipatifs diminuent lorsqu'on abaisse la température. Hein, bon, de façon ultime, vous savez que les supraconducteurs, lorsqu'on a passé la température de transition, eh bien, en DC, ils présentent une résistance électrique nulle. Bon, elle n'est pas... Lorsqu'on regarde la résistance en micro-ondes, elle n'est pas nulle, mais elle est très faible. Donc ceci montre que lorsqu'on refroidit un résonateur, on va gagner en coefficient de surtension à peu près à tous les coups. Et puis il y a un autre intérêt qui est que beaucoup de sensibilité des paramètres du résonateur vont diminuer également avec la température. Hein, la dilatation, lorsqu'on arrive à la température de l'hélium liquide, est pratiquement nulle. Lorsqu'on refroidit un objet, la plupart des contractions se fait entre l'ambiante et la température de l'azote liquide. Ensuite, tout ça c'est très, très, très faible. Et puis, par exemple, la permittivité, vous avez ici l'image de la courbe de la permittivité du saphir en fonction de la température. Donc vous avez une décroissance pas négligeable lorsqu'on part de l'ambiante, et puis lorsqu'on arrive à basse température, eh bien, tout ça s'aplatit. Hein. Donc tout ça, ça veut dire que les sensibilités thermiques, lorsqu'on va descendre en température, vont diminuer. Donc ça, c'est bon pour la stabilité à moyen terme. Et puis également, lorsqu'on va refroidir, on va avoir accès à des phénomènes qu'on ne peut pas avoir à température ambiante, comme les résonances paramagnétiques. Et ça va nous aider à faire de la compensation thermique. Et puis, on peut aussi également, à partir de transitions paramagnétiques, obtenir un effet Maser. Ça, c'est quelque chose dont je parlerai dans le troisième, à la fin de mes séminaires. Alors, aussitôt que la technologie cryogénique a été mise à disposition, les gens du temps fréquent se sont précipités. Notamment, assez vite, les gens ont essayé de refroidir des résonateurs à quartz. En 1957, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, Phelps a publié ici une courbe où on voit les températures d'inversion en fonction de la coupe du cristal. Hein, donc ça veut dire qu'ils avaient réussi à calculer donc, pour une température donnée, quelle coupe donner au cristal pour avoir un minimum de sensibilité thermique. Il y a aussi pas mal de travaux qui ont été faits à Besançon. Hein, Robichon, en 1984, a montré qu'un oscillateur à 1,5 K, il avait pratiquement plus de dérive par rapport à un oscillateur fonctionnant à température ambiante. Et puis ici, de façon plus récente, il y a eu Joël, ensuite c'est Maxime, hein, Goryachev, Maxime, qui ont refroidi des résonateurs, et ils ont fait pas mal d'expériences en montrant donc ici des courbes de stabilité, ici des courbes de bruit de phase. Jérémy, c'est ça, hein, Jérémy également, qui a réussi à trouver donc, des coupes compensées à basse température. Mais bon, le résultat de tout ça, c'est que les coefficients de surtension ont été fortement augmentés, mais la stabilité est restée à peu près inchangée par rapport à l'ambiante. On n'a rien gagné par rapport aux oscillateurs à température ambiante.
Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Et peut-être que l'histoire n'est pas finie, d'ailleurs, dans ce domaine-là. Bon, ensuite, il y a eu, effectivement, plutôt dans le domaine micro-ondes, cette fois, l'utilisation de supraconducteurs. Beaucoup de ces recherches ont été motivées non pas par le domaine temps-fréquence, mais par les besoins des accélérateurs de particules. Ça, c'est une cavité d'un accélérateur qui est faite en eubium. Mais dès les années 60, donc, les gens ont essayé de refroidir des cavités micro-ondes pour en faire des références de fréquences. Et bon, vous avez ici des images tirées d'un article de 63 où on voit une cavité ici refroidie dans un cryostat à hélium liquide. Voilà, donc, et puis des coefficients de surtension relevés où on arrive à 10 puissance 8. Voilà. Mais ce qui a vraiment beaucoup intéressé les gens à l'époque, c'est ce qui était réalisé par Stein et Turner en 1975, où ils ont fabriqué donc une cavité niobium et obtenu des coefficients de surtension assez importants. Vous voyez, ça dépasse 10 puissance 10. Lorsqu'on pompe de l'hélium liquide, on peut arriver à des températures d'à peu près 1,5 K. Donc, ils étaient capables d'avoir des coefficients de surtension dépassant 10 puissance 10 à 10 GHz. Et ils ont mesuré une stabilité de 3,10-16 ici sur le court terme. Et donc, c'était vraiment bien. Les gens ont essayé d'améliorer ça, mais ça a posé d'énormes difficultés. Le niobium ne se laisse pas faire facilement, il s'oxyde super vite, les soudures sont délicates. Et surtout, ce système-là n'a aucun point d'aversion en température. Il n'y a pas d'endroit où la fréquence passe par un maximum, où on peut stabiliser et éviter les fluctuations de fréquence liées aux fluctuations thermiques. Et puis surtout, ils avaient une grosse sensibilité aux perturbations mécaniques, ça vibrait, et donc voilà. Alors, en Russie, les gens savent faire des cristaux de qualité, et donc c'est les Russes qui ont l'idée de, puisque c'était sensible aux vibrations, au lieu d'avoir une cavité vide, on va mettre un diélectrique dedans. Et puis le diélectrique qui a l'air sympathique, c'est du saphir, donc monocristal d'AlO3, et on l'a badigeonné d'un film supraconducteur, du plomb en général, ou du niobium. Et donc, ils ont effectivement mesuré des coefficients de surtension très élevés à basse température. Donc ça, c'est les Russes en 79. Ça, c'est les gens du JPL qui ont fabriqué donc c'est du saphir recouvert de plomb. Et là, on s'est aperçu que, mince, ok, c'est super bien, ça marche bien, on a des grands coefficients de surtension, mais on ne s'attendait pas à ça, en fait. Parce qu'il y a le diélectrique, et le diélectrique, ça a des pertes. Et on n'imaginait pas que les pertes du saphir soient si faibles. Et en fait, c'est ce qu'ils ont trouvé grâce à ces mesures. Ils en ont déduit que le saphir était super bon. Enlevons le supraconducteur et puis terminé. Seulement, le saphir, il a une permittivité assez faible. Ça veut dire qu'on a du mal à confiner tout le champ électromagnétique dans le caillou, sauf en utilisant des modes d'ordre élevé qu'on appelle des modes de galerie. Donc, ce galerie des chuchotements en français, c'est lié à un phénomène acoustique. Les Bisontins connaissent, pour les plus anciens, la tour de la Pleute, qui est un restaurant de forme cylindrique où c'était très pénible parce qu'on entendait toutes les conversations. En fait, quand les ondes acoustiques arrivent de façon très tangente à un mur, elles sont réfléchies pratiquement sans perte. Et donc on peut entendre dans un bâtiment de forme cylindrique, on n'a aucun mal à entendre une conversation chuchotée à l'opposé. Et donc on va utiliser exactement le même phénomène dans le domaine micro-ondes, voire optique. Donc on va partir d'un résonateur de forme cylindrique et puis on va imaginer ici un faisceau optique qui se déplace avec une forte, par rapport à la normale à la surface, une forte inclinaison, et il va subir ici de la réflexion totale.
Et donc le champ va rester confiné à l'intérieur du saphir, à proximité donc, de la surface extérieure. Et on va confiner pratiquement l'intégralité de l'énergie électromagnétique dans le résonateur, et donc on va pouvoir profiter comme ça des faibles pertes du résonateur. Bon, ça c'est une image simple qui est plutôt valable en optique. Lorsqu'on va résoudre les équations de Maxwell dans ce résonateur, on va trouver exactement le même phénomène dans le domaine micro-ondes. Et donc, c'est en utilisant ce type de mode que Brzezinski a mesuré la tangente de perte du saphir, donc entre l'ambiante et la température de l'hélium liquide, et suivant donc la qualité du cristal qu'il utilisait, eh ben, il pouvait avoir des coefficients de surtension dépassant 10 puissance 9 à basse température. Ensuite, ils ont commencé à faire des analyses un peu plus poussées, et bon, ils avaient remarqué que ici, donc, c'est la dérivée de la variation de fréquence en fonction de la température. Il y a un moment où ça passe par zéro. Ça veut dire que la courbe fréquence-température est là ce qu'on appelle un point d'aversion. Et ils avaient remarqué qu'en fonction de la concentration en chrome, il y a toujours un peu de chrome, même dans les meilleurs cristaux qu'on peut tirer, hein, et bien, en fonction de la concentration en chrome, on avait des températures d'inversion différentes. Tout ça, ça a été beaucoup mieux analysé un peu plus tard par nos amis australiens qui ont fabriqué des premiers résonateurs à vocation métrologique et qui ont montré que bon, la plupart des modes de galerie du résonateur saphir présentaient des températures inversion à cause de la présence d'impuretés paramagnétiques à l'intérieur du cristal. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Et ça leur a permis, dès 1994, de fabriquer un super oscillateur, donc avec un résonateur saphir dans un cryostat, et puis un système d'entretien et des électroniques de contrôle. Donc c'est l'UTN qui a publié en 1994, donc ça fait déjà un certain temps, hein, avec une stabilité à court terme qui était déjà de l'ordre de 3-10-15. Et 4 ans plus tard, eh bien, ils ont fait la première manip d'utilisation de ces oscillateurs cryogéniques pour faire fonctionner la fontaine atomique du CIRT à Paris. Donc à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de cryogénérateur, en tout cas pas encore, et ces machines-là utilisaient de l'hélium liquide. Et donc voilà, moi je suis arrivé au LPMO en 93. Et là, j'ai essayé de résumer un peu tout ce que je vais vous raconter pendant ces 3 séminaires. Et je vous ai mis ici une photo de Jean-Jacques Gagnepin, parce que quand j'ai fait ma mutation pour venir à Besançon, j'ai été reçu par Jean-Jacques Gagnepin à Michel-Ange, parce qu'il était à l'époque directeur scientifique de la section 8, je crois. Donc c'est lui qui disait oh, « Tu veux rentrer à Besançon ?» Ok, c'est lui qui m'a dit « Ok, c'est bon ». Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à Besançon? Parce que nous, les horloges atomiques à Besançon... Mais il m'a dit, par contre, j'ai vu un truc intéressant en Australie et au JPL, ils utilisent des morceaux de saphir pour faire des oscillateurs cryogéniques. Ça me semble super intéressant. Bon, j'ai dit, ok, allons-y, j'y connais rien en résonateur diélectrique, mais bon... j'ai fait l'ENSEM, j'en suis pas très fier d'ailleurs, mais... j'ai jamais vu les équations de Maxwell dans ma scolarité, jamais. Ok, donc je suis arrivé ici, et, au LPMO, il n'y avait pas un seul amplificateur à 10 gigas, hein, il n'y avait rien du tout, rien du tout. Et donc j'étais affecté à l'équipe dirigée à l'époque par Marcelo Villivier et secondé par Jacques Grolambert, pour ceux qui ont connu ses illustres collègues. Ce n'étaient pas forcément des gens très faciles. Hein, c'est qui ce petit con qui vient nous expliquer comment bosser? Enfin bon, c'était au début un peu chaud, quoi. Et j'avais pas un rond, hein, donc on a commencé. Alors on m'a attribué
une doctorante, Ursula Di Monaco, on était les deux, et puis on a commencé avec ce qu'on a pu. On n'avait même pas un cristal, on a commencé à faire de la modélisation. Et puis on a eu Marcel Olivier a accepté de lâcher un peu de thunes pour nous acheter nos premiers cristaux. Et puis on a fabriqué des premiers résonateurs qui étaient à vocation à marcher à température ambiante. Après, on a acheté un peu d'hélium liquide et on les a refroidis. On a lancé des thèses, bon, ça c'est un peu plus récent, mais sur des résonateurs à température ambiante que Rodolphe connaît bien. On a fait, alors il y avait également la salle blanche, et donc moi je me suis dit il faut essayer d'utiliser les technologies de salle blanche. Donc on verra que les modes de galerie, c'est des modes d'ordre très élevé, donc il y a des modes parasites partout. Et donc c'est embêtant. Donc pour favoriser le bon mode, on s'est amusé à déposer des lignes métalliques sur du saphir. Voilà, ça nous a permis de faire une publication. On a aussi utilisé du quartz, qui est un bon diélectrique à plus haute fréquence. En bande K, par exemple, on peut faire de très bons résonateurs à partir de cristaux de quartz. Et puis, on a convaincu à l'époque le BNM et le CNES de donner un peu d'argent. Et on a commencé à faire des manips à l'azote liquide. Et puis ensuite, il y a eu le projet Pharao. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas le projet Pharao. C'était au début des atomes froids. On s'est dit, les atomes froids, le problème, c'est que quand on les refroidit, ils tombent. Et donc, on est limité sur Terre à cause de la gravité. Et donc, les gens se sont dit, c'est mieux d'aller mettre l'horloge sur la station internationale. Donc, le CNES a accepté de financer un projet pour développer une horloge susceptible d'aller dans la station internationale. Puis là, les gens se sont dit, mais mince, on n'a pas d'oscillateur local pour ces horloges. Donc, ils ont financé beaucoup d'études sur les quartz à l'époque et sur la synthèse de fréquences. Et à nous, ils nous ont donné un peu d'argent pour voir si le saphir ne pouvait pas faire l'affaire. Allez, ils mettent un bain d'hélium liquide dans la station internationale, c'est un peu... mais bon, ils nous ont donné un peu d'argent et on a pu, comme ça, avancer pas à pas. Et on a commencé à... Déjà, ce premier... donc ça, c'est des gros thermos qui sont donc des cryostats hélium liquide. Celui-ci nous a été donné par nos amis australiens et on en a acheté un deuxième. Et donc c'était le moment de la thèse de Pierre-Yves Bourgeois, je crois, où on a fait ces manips, où on a obtenu des stabilités en dessous des 10-14, et où aussi on a découvert la possibilité de réaliser un effet Maser. Bon, ça, je vous en parlerai à la fin, comme je l'ai dit. Et là, on a commencé à comprendre un peu mieux comment utiliser la cryogénie. Bon, il n'y a pas de liquéfacteur à Besançon, ni dans la région proche. Donc, on faisait venir l'hélium liquide de Paris. Donc, il y avait un camion qui descendait de Paris. Alors, ils mettent 100 litres d'hélium au départ. Par contre, quand le camion arrive à Besançon, il n'y en a plus que 70 litres déjà. Et quand on fait le transfert, on en perd aussi une bonne partie. Donc c'était quand même assez chaud de faire marcher ces deux machines en même temps, mais bon, on a quand même réussi. Et ce qui nous a permis d'être un peu reconnus. Et là, l'ESA est venue en 2008, l'ESA est venue nous voir en disant « Nous, on veut voir ce que valent ces machines. On en aurait besoin pour nos stations de suivi de sondes spatiales. On vous donne de l'argent pour essayer de développer une machine, mais attention, on ne veut pas d'hélium liquide. » Ah, pas d'hélium liquide, ok. Non, on veut que ça soit autonome, donc c'est cryogénérateur, ok. On leur a dit, ok, on va essayer, mais on n'est pas sûr. Les cryogénérateurs, ça vibre, bon. Et donc on a essayé, et ça a marché, et ça marche même mieux que dans l'hélium liquide. Et donc ça, c'est le projet ELISA. On a fabriqué ce démonstrateur à l'époque, qui a bien marché. Et l'ESA nous a dit, il marche bien votre truc, donc vous allez aller le mettre en Argentine. Donc c'est là où on a transporté cette première machine dans la station de base
de l'ESA qui est situé à Malargüe en Argentine, qui a été mis en route là-bas en 2012. Voilà. Ensuite, il y a eu le projet oscillateur IMP, qui est la plateforme métrologique du département, pour laquelle on a fabriqué 3 de ces oscillateurs qui sont aujourd'hui en fonction, hein, et qui ont donc les performances qui sont montrées ici. Le 10-, je suis désolé de la qualité, mais on verra cette image un peu mieux. Le 10-15 est là. Hein. Donc ces 3 oscillateurs sont dans la gamme des 10-16 et vous pouvez avoir accès à ces signaux si besoin. Voilà. Et l'ESA, en même temps, il nous a dit « oui, c'est bien, mais nous, on aimerait avoir ça, on voudrait avoir un développement commercial. » Ah, commercial, merde. C'est pas un truc que j'aime beaucoup, moi. Mais bon, moi, je me suis dit, c'est un peu rapide quand même. Et on a eu l'idée de fabriquer une machine qu'on était capable de mettre dans un petit camion qui est sur le parking là-bas. Et avec ça, on a fait le tour de l'Europe, c'est un peu beaucoup dire, mais on a été à Neuchâtel, on était à Wetzel, on était jusqu'à Göteborg, mais sans la faire marcher. Pour que les gens puissent, à Paris également, utiliser cette machine et nous dire si ça leur convenait, quels étaient les points importants à changer. Et voilà. Donc on a fait un petit peu de publicité dans ce domaine-là avec cette machine. Et ce qui est apparu assez vite, c'est le problème de la consommation électrique. Pour faire du froid, il faut des machines, et ces machines ont des rendements assez mauvais. Les 3 machines d'oscillateur IMP fonctionnent avec des compresseurs de 6 kW, ce qui oblige à avoir des prises triphasées. Et ça, c'est un problème. Les prises triphasées, c'est un problème, même dans un labo de métrologie. Et donc, on s'est attaqué à ce problème dans le projet Ulysse 2G. Et ça, c'est la thèse de Christophe, où on a redimensionné complètement le cryostat pour consommer moins. Et bon, quand on dit l'eau consommation, c'est quand même 3 kW, mais on peut le brancher sur une prise classique. Et puis, bon, la suite, vous la connaissez, c'est depuis 2018, donc Femto Engineering qui commercialise ces machines. Voilà. Ah, il faut bien rigoler un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est drôle d'ailleurs, mais... donc là, je veux dire bravo aux Globetrotters parce que bon, faire une horloge qui fonctionne dans un labo, tout ça, c'est super. Mais quand il faut aller installer la machine chez les collègues et que ça marche au premier coup, je veux dire, il y a de quoi transpirer quand même. Hein, mais on l'a fait, enfin, c'est plutôt Benoît et Christophe qui l'ont fait. Donc ils reviennent des États-Unis, hein, donc le futur président est très content parce qu'il y en a 3 quand même. Hein. Bon, l'armée américaine, oui, bon. Peut-être quand même, il faut dire, la première de ces machines a été livrée en 2018. Elles ont été mises en route seulement en 2024 parce qu'il y a le Covid qui est passé par là. Et puis, l'observatoire de la Navy qui est à Washington était en phase de construction d'un nouveau bâtiment, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est pas de notre faute. Hein. La première machine qu'on a mis en route, qui a été vendue, c'est la machine du prince Charles. Non, il est plus prince, il est roi maintenant, je crois. Qui a été installée donc à Teddington, donc c'est au sud de Londres, en avril 2022. Et celle-ci fonctionne pour faire marcher une fontaine atomique. Ils ont également été en Chine en 2023 où ils ont installé donc une de ces horloges Axian où il y a le siège d'un des laboratoires de métrologie chinois. Et puis ils vont bientôt partir à Turin. Ça ne sera pas la même ambiance, je pense, mais ça doit être sympa. À l'INRIM, donc, la machine est déjà là-bas, mais il faut aller la mettre en route. Et ils sont en train d'en construire une nouvelle pour l'installer donc à Dijon, en Corée du Nord, non, en Corée du Sud, pardon.
L'installation est prévue fin 2024, début 2025. Et puis, on espère que, je ne sais pas s'ils m'entendent, là, les gens du CIRT vont passer commande. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont promis. Et normalement, il devrait y avoir un autre CSO construit pour nos collègues parisiens. Bon, un peu plus sérieusement, quelques photos. Donc ça, c'est l'installation au NPL au sud de Londres. Ça, c'est donc Axian avec nos collègues chinois. Et puis ça, c'est l'image de l'entrée de l'observatoire de la Navy. Et là, on ne fait pas de photos à l'intérieur. Hein, voilà. Donc il y avait de la neige à Washington cet hiver. Mais je crois que quand ils sont partis, il faisait 20 degrés. Hein, voilà. Ah. Oui, j'ai voulu faire également un bilan comptable. Bon. Qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce que ça a rapporté? Je pense qu'il y a un moment, il faut faire ce type de bilan. Donc les financements, les voilà. Depuis donc 95, où on a eu... c'était en francs encore à l'époque, le CNES, le BNM qui finance un petit peu tous les ans, et puis le grand boom du projet ESA, qui est ici, et puis l'équipex et les ANR successives qu'on a obtenues. Bon, si on fait le bilan sur 30 ans, c'est à peu près 110 kg par an. Bon, c'est, je pense, assez raisonnable. C'est pas un pognon de dingue, comme dit l'autre abruti, mais en termes, cette fois, scientifiques, les publications, toutes celles qui ont trait à l'oscillateur cryogénique, il y a à peu près 55 publications internationales à comité de lecture. Sur 30 ans, ça fait un peu moins de 2 par an. Bon, c'est, je pense, assez correct. Et puis, il y a eu 10 thèses passées sur 30 ans, ce qui fait une thèse tous les 3 ans, ce qui me paraît parfaitement dans les clous. Et puis, il y a eu surtout le développement de l'activité commerciale autour du LIS-2G, donc, qui est piloté par Femto Engineering. Et donc, depuis 2018, 6 CSO construits et livrés, 1 en fabrication et plusieurs autres commandes à venir, si tout se passe bien. OK. Alors, on a accumulé beaucoup de savoir-faire. À partir du moment où on a essayé de commercialiser ces machines, assez vite, on s'est posé la question de la protection intellectuelle. Et là, on n'a pas du tout été aidé par personne. Le CNRS m'a dit il faut faire un dossier. Okay. On a fait un dossier de savoir-faire. On a résumé sur pas loin de 100 pages tout ce qui concerne toutes les astuces qu'on met en œuvre là-dedans. J'ai envoyé ça au CNRS, depuis plus aucune nouvelle. Mais peu importe, ce dossier-là, et bon, j'essaie de le mettre à jour. Tout ce qui concerne le résonateur et le cryostat ont bien été développés. Ce qui manque encore un petit peu, c'est les parties électroniques. Ça viendra petit à petit, mais on voit, j'ai tiré quelques pages de ce document où on a des photos, des schémas, enfin on explique tout ce qu'on sait faire et comment ça marche. Et on a également une partie théorique qui explique comment on calcule les fréquences des modes, etc. Voilà. Alors finalement, cette machine, elle est constituée donc d'un résonateur qui est le cœur du système, du résonateur qu'on va mettre dans un cryostat et qui est donc refroidi à l'aide d'un cryogénérateur de type pulse-tube. Ce résonateur, il est couplé à un circuit d'entretien et des électroniques de contrôle. Et puis, il y a également un système de synthèse de fréquences qui va permettre, à partir de la fréquence de l'oscillateur, de délivrer les fréquences utiles aux utilisateurs. Voilà. On peut également stabiliser la sortie du synthétiseur à long terme sur le signal d'un maser, si on veut éliminer la dérive de l'oscillateur, par exemple. Et puis on a un système de monitoring qui permet de suivre
les paramètres clés du système pour voir que tout se passe bien. Et donc les 3 séminaires que j'ai proposés, donc, le premier va être consacré au résonateur proprement dit, le deuxième un peu plus sur la partie cryogénique et le troisième enfin sur l'électronique et comment est-ce qu'on mesure ces machines. Ah oui, ça fait déjà 1 heure que je cause là. Ah oui, non, c'est pas possible. Ok, donc alors peut-être que j'aurais besoin de 4 séances. Ok, bon, le cristal, il faut déjà avoir des cristaux. Alors il y a plusieurs façons de fabriquer du saphir. Le saphir, il faut chauffer fort. Donc on part d'une poudre en général d'alumine et qu'on va faire fondre. Et puis il y a plusieurs méthodes de croissance. Alors la méthode la plus simple qui est utilisée pour fabriquer par exemple les montres, enfin les verres de montre, c'est la technique Verneuil. Tout simplement, on va faire passer la poudre d'alumine à travers la flamme d'un chalumeau, et puis on va avoir comme un stalagmite qui va se former, et c'est comme ça qu'on crée donc un cristal de qualité moyenne, et il y a beaucoup de dislocations, il y a beaucoup d'impuretés. On n'utilise pas en général ce type de résonateur pour les basses températures en tout cas. Bon, il y a la méthode plus classique qui est équivalente à ce qu'on fait pour le silicium par exemple. On va donc plonger un germe refroidi et puis on va tirer le cristal en faisant tourner le germe. Donc ça, c'est une technologie qui est utilisée par un de nos fournisseurs qui est en Lituanie, mais qui a également une autre méthode de fabrication où, bon, en gros, on refroidit le bain plutôt que de tirer le cristal vers le haut. Ça donne en général des cristaux de meilleure qualité. On a également des cristaux, enfin des fournisseurs aux États-Unis qui utilisent une méthode un peu différente. Ces 3 méthodes-là se ressemblent en fait. Ici, ils refroidissent un germe par le bas en injectant de l'hélium gazeux, et puis ils refroidissent l'ensemble de l'enceinte très lentement pour que le cristal se forme à partir du germe. Et puis il y a également cette méthode-là. Je n'ai pas très bien compris la différence entre Chiropoulos et la méthode utilisée par nos amis japonais. Ça se ressemble beaucoup. Bon, il y a quelques différences. Ces 3 méthodes-là sont capables de fabriquer des cristaux de très grande qualité et énormes, vous voyez. Et voilà, on utilise, vous en parlerez, on utilise ces 3 technologies pour fabriquer nos résonateurs. Alors le saphir, donc c'est un monocristal d'alumine, où vous avez donc les ions, un tapis d'ions oxygène sur lequel viennent se placer des ions aluminium avec ici des trous. Et puis la maille, elle est hexagonale, donc vous avez ici l'image du cristal avec l'axe C, qu'on va souvent appeler l'axe Z. Et donc on a une maille hexagonale, ce qui va donner une anisotropie aux propriétés du cristal. Donc vous avez ici par exemple la permittivité qui n'est pas la même suivant que vous regardez suivant l'axe C ou sur une direction perpendiculaire. Et vous avez donc de la direction perpendiculaire, je crois que je me suis trompé, c'est l'inverse. Vous avez une permittivité qui est de l'ordre de 9,4 et dans la direction de l'axe C, elle vaut plutôt 11,4. Et tout ça, ça varie avec la température, bien sûr. Donc ça, c'est d'autres paramètres importants quand on fait de la cryogénie du saphir. C'est la conductance, comment le matériau conduit la chaleur. Et comme tous les matériaux, cette conductance, elle diminue à basse température. Ça peut être important pour nous. Ça, c'est la chaleur spécifique qui diminue également à basse température. Et ça, c'est un paramètre qu'on appelle la diffusivité. Vous avez ici la conductance et la chaleur spécifique ici. Et ici, c'est la densité. Et comme K et C varient en T3 à basse température, en fait, le saphir
à basse température, sa diffusivité, elle est constante et elle est relativement élevée. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que quand on change la température du saphir, ça va assez vite. Ça, c'est plutôt bien pour nous. Ça veut dire que ça homogénise la température du résonateur. Peut-être pas suffisamment d'ailleurs, mais ça, c'est un point qu'on verra plus tard. Donc la façon traditionnelle d'utiliser un résonateur d'électrique de forme cylindrique, donc ça c'est ce qu'on peut trouver dans un DRO. On a une pastille de céramique à haute permittivité et puis on utilise un mode du type TE, transverse électrique 0,1. Vous avez ici les lignes de champ électrique, les lignes de champ magnétique. Ça suffit pour avoir un coefficient de surtension de l'ordre de 5000 parce que le epsilon est très élevé. Si on utilise la même chose pour le saphir, ça va être dramatique parce que le epsilon est petit, et ce qui veut dire que beaucoup de champ est à l'extérieur du matériau. Et donc on va avoir des pertes sur les parois métalliques qu'on peut mettre autour du résonateur. Et donc, comment on s'en sort? En utilisant des modes de galerie. Et dans le mode de galerie, plus de 99% de l'énergie est dans le résonateur. Et à l'extérieur, on a des ondes évanescentes, et donc pratiquement pas de perte liée à ce qui se passe à l'extérieur du résonateur. D'ailleurs, on peut faire fonctionner le résonateur sans mur autour, hein, ça marche très bien. Et bon, on obtient des coefficients de surtension de 2 10 puissance 5 à l'ambiante, et si on refroidit ça, donc on obtient le milliard. Alors, les modes de galerie, c'est des modes hybrides. C'est-à-dire que, mais on peut quand même donner deux familles qui, alors on appelle ça VGE, c'est-à-dire que ce mode-là, c'est quasi transverse électrique. C'est-à-dire que le champ électrique, il est dans le plan transverse et le champ magnétique, il est pratiquement axial. Et puis on a l'image inverse, transverse magnétique, où on a le champ magnétique qui est transverse et le champ électrique qui est axial. Et puis on va avoir 3 nombres qui vont donner la forme de la répartition à l'intérieur du résonateur. Le premier, c'est le nombre de longueurs d'onde dans la direction azimutale. Et puis on peut avoir des variations suivant Z, suivant R, qui sont données par les 2 autres lettres N et L. Alors nous, on utilise pratiquement toujours les modes WGH M00, qui ont les coefficients de surtension les plus intenses. Alors une façon de les repérer, c'est de monter le résonateur dans ce dispositif qui permet de faire tourner les boucles qui génèrent le champ dans le résonateur, et puis on peut regarder comme ça tous les modes de type, par exemple ici on a tous les modes transverses magnétiques. Alors le mode M égale 3 qui est vers 3 GHz, ici qui a un coefficient de surtension pas très bon, et plus on va haut dans l'ordre des modes, on va avoir des coefficients de surtension de plus en plus élevés. Le problème, c'est que plus on va vers les hautes fréquences, et plus la densité de mode est importante. Ici, c'est relevé où on n'a pas de mur métallique autour du résonateur. Lorsque vous mettez ce résonateur dans une cavité, vous avez en plus tous les modes liés à la réflexion par les murs de la cavité. Et donc, c'est très difficile de repérer le mode de galerie au départ. Alors là, je vais passer assez vite parce que c'est pas très intéressant, mais au départ, on n'avait pas de petits éléments finis, tout ça, c'est dans les années avant 2000, c'était assez difficile, et donc on a commencé par faire la méthode mode matching, hein, qui permet de calculer les fréquences. On avait besoin de quelle géométrie donner un résonateur, quelle fréquence, quel coefficient de surtension on peut obtenir. Donc on avait besoin d'une méthode de simulation, et donc bon, on n'a rien inventé. Hein. Voilà, le mode matching, c'est assez simple. On écrit des équations de Maxwell. Là, je vais aller assez vite parce que c'est pas très intéressant. Bon, comment on résout ça?
on sépare les variables et on obtient 3 équations. Une qui nous donne la variation suivant l'axe. On fait apparaître ici la constante de propagation axiale. On a une équation dans la direction azimutale. On fait apparaître ici donc, les variations le long de la direction azimutale. Et puis finalement, en radial, on va faire apparaître, puisqu'on est dans un truc cylindrique, on va faire apparaître des fonctions de Bessel qui vont permettre d'exprimer les champs à l'intérieur du résonateur et de ce qui se passe autour. Et pour résoudre ça, c'est assez évident, c'est-à-dire qu'on va écrire les champs dans chaque région et puis on va dire qu'on a une continuité des composantes tangentielles à l'interface et puis qu'on a ici des courts-circuits électriques. Donc on va le faire dans la direction radiale, ce qui va nous donner une première relation entre le vecteur d'onde et la constante de propagation axiale. Donc c'est la courbe rouge et bleue ici. Et puis on va faire la même chose dans la direction axiale, on va obtenir une deuxième relation. Et le mode, on va pouvoir le déterminer par l'intersection de ces deux courbes. Donc vous avez ici par exemple le mode WGH15. On va avoir donc la constante de propagation axiale et le vecteur d'onde qui vont nous permettre de calculer la fréquence de notre mode. Et donc on a construit au cours du temps un programme qui aujourd'hui tourne sur Scilab, qui nous permet assez facilement de calculer en fonction des dimensions de tout ça, la fréquence des différents modes, de regarder l'influence par exemple du diamètre de la cavité qui est autour du résonateur sur le coefficient de surtension, la hauteur de la cavité, également son influence sur le coefficient de surtension. Évidemment, plus on va rapprocher les parois métalliques, et plus on va avoir de pertes. Donc, si on approche trop les murs métalliques, on va quand même commencer à perturber le résonateur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça également? On peut calculer évidemment les champs, la gueule des champs dans le résonateur. Donc vous avez ici un mode WGH5. Donc il y a 5 longueurs d'onde le long de la direction azimutale. Et puis vous avez ici la même chose pour le mode 15. Et vous voyez que ici c'est le résonateur. Donc l'énergie est confinée à proximité de l'interface air diélectrique. Et puis vous voyez que pour un mode WGH, on a un champ électrique qui est prédominant suivant l'axe axial. Puis on peut dessiner aussi des cartes comme ça. On a ici les lignes de champ magnétique pour un mode M égale 6, où on a en fait 12 parts de tarte le long de la direction azimutale. Et puis on peut aussi utiliser ça pour faire des petits calculs, par exemple de coefficient de couplage. Alors le coefficient de couplage, en micro-ondes, tout le monde est un peu d'accord, mais puisqu'ici, il y a des gens qui font également des ondes de surface, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc, ici, en micro-ondes, ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre les pertes externes. Là, on va exciter le champ dans le résonateur à partir de boucles, et puis on va également extraire du signal ici par une petite boucle magnétique. Et puis tout ça, ça va être connecté à une charge 50 ohms. Et donc, on va avoir un peu d'énergie qui va être perdue dans la charge. Donc ça, c'est les pertes externes. Et puis, les pertes internes, c'est le coefficient de surtension du résonateur. Et donc, le coefficient de couplage, c'est tout simplement le rapport entre ces deux choses-là. Et on verra que pour optimiser le résonateur, il faut avoir bêta égale 1, en gros. Ça veut dire que pour le générateur, en gros, à la résonance, le résonateur se comporte comme une charge 50 ohms. Et donc, on a besoin de savoir où placer notre boucle pour avoir cette optimisation. Et donc, vous voyez, ici, le calcul nous donne pour plusieurs dimensions de boucle des coefficients de couplage en fonction de la distance saphir-boucle, et puis des mesures qui confirment ce calcul. Bon, on peut également, à condition de connaître assez précisément les pertes diélectriques du résonateur et les pertes sur les parois métalliques, on peut calculer le coefficient de surtension. Donc la courbe théorique, c'est rouge, et puis les mesures, c'est en vert. Voilà. Et le 10 puissance 9 est là.
Et puis si on met des sensibilités thermiques à chacun de ces paramètres, on peut également trouver la variation de fréquence en fonction de la température. Vous avez la courbe théorique en bleu et les points rouges, c'est les points expérimentaux. Alors ça, c'était la simulation à la grand-papa. Aujourd'hui, on a des logiciels éléments finis. Et là, bon, là, c'est tout le travail de Guillaume qui s'est penché. C'est pas si évident que ça. Il ne suffit pas d'allumer l'ordi et d'appuyer sur un bouton. Non, non. Pour calculer des modes d'ordre élevé, il y a quand même des astuces à mettre en œuvre et c'est pas si simple. Mais l'intérêt de ces logiciels, c'est qu'on est capable de calculer évidemment la répartition des champs dans le résonateur, mais on peut également calculer les modes parasites qui sont à côté. Alors le mode qui nous intéresse ici, c'est pris à température ambiante. Donc le mode, on ne le voit pas, il est par là. Et tout ça, c'est des modes parasites qui risquent de perturber notre oscillateur. Donc il faut essayer de les éliminer. Mais quand on ne sait pas comment est répartie leur énergie, c'est difficile. Avec cet outil-là, on est capable de prévoir où est située l'énergie des modes parasites. Et donc, pour les atténuer, c'est assez simple. Il suffit de mettre un absorbant micro-ondes au bon endroit. Et c'est assez simple, en fait. On met 1 cm² d'absorbant micro-ondes dans la cavité et on tue la plupart des modes parasites qui sont autour d'une autre. Et ça, pour optimiser ça, il n'y a pas d'autre solution que de passer aux éléments finis. Voilà. Les éléments finis permettent également de... Bon, notre petite boucle de couplage, elle est au bout d'un câble semi-rigide en beryllium cuivre. Et si on approche trop ce câble du résonateur, on va un petit peu atténuer son coefficient de surtension. Donc ça permet ici de voir l'influence d'un élément perturbateur dans la cavité et d'optimiser le montage. Alors les éléments finis, ils ont été utilisés, alors ça c'était des calculs électromagnétiques, mais comme seul est capable de faire de la multiphysique. Donc Guillaume s'est également attelé à faire des calculs mécaniques, parce qu'on va voir que on a une sensibilité accélérométrique, et on aimerait bien pouvoir l'optimiser également. Alors c'est assez facile de calculer la déformation lorsqu'on applique une accélération. Et donc comme le cristal se déforme, puisque la fréquence est liée à la géométrie, on va avoir une variation de fréquence. Et donc ça, c'est la variation de fréquence accélérométrique liée à la déformation. Okay. Mais ce n'est pas le seul effet, parce que lorsqu'on soumet le résonateur à une déformation, il va y avoir des contraintes à l'intérieur du matériau. Et ces contraintes vont agir sur la permittivité. Et donc il y a un autre terme dans la sensibilité accélérométrique qui est lié à la sensibilité de la permittivité aux contraintes qu'on met dans le matériau. Et ça, malheureusement, on ne connaît pas. J'en parlerai un peu plus tard, mais la matrice 6 des coefficients photoélastiques du saphir ne sont pas connus avec précision. Et comme nos CSO, ils doivent voyager, on doit les mettre dans des caisses et les envoyer à l'autre côté du monde. Et donc on s'est posé beaucoup de questions sur le maintien de tout ça. Bon, vous avez ici l'image de ce qu'il y a dans le cryostat. En fait, vous avez donc le résonateur qui est à l'intérieur de ce premier blindage. Ça, c'est le deuxième étage du cryogénérateur qui est maintenu par des petits poteaux ici, et qui est maintenu sur le premier étage, qui lui-même est maintenu sur l'enceinte à vide. Et tout ça, lorsque ça va être soumis à des vibrations, il y a des risques non négligeables. Alors ça, c'est pour rigoler également. J'ai essayé de trouver dans la littérature le type de spectre de vibrations qu'on peut trouver dans différents moyens de transport. Alors on trouve beaucoup de choses sur les avions, sur les hélicoptères, les camions. Il faut regarder. Alors souvent les camions, il y a beaucoup d'articles qui concernent le transport d'aliments, de fruits, légumes. Et là, j'ai tiré une photo d'un article de collègues belges, j'aime bien les Belges,
qui se préoccupe des vibrations sur les bouteilles de bière. Là, je me suis dit, putain, il y a des gens qui font de la recherche vachement intéressante, et beaucoup plus appliquée que nous, beaucoup plus utile, je crois. En tout cas, tout ça, ça nous a permis de voir que il fallait quand même pas trop de vibrations, nos petits poteaux risquaient de casser. Donc bon, voilà, ça nous permet d'optimiser un peu tout ça. Ça va, vous en avez pas marre encore, non? Ok, alors la première chose qu'on a eu à faire, c'est de dimensionner nos résonateurs. On peut faire des tests avec les petits simulateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui montrent en fait qu'on a, pour optimiser le coefficient de surtension, le diamètre sur la hauteur, c'est à peu près en rapport 5 tiers. D'accord ? Et puis, il va falloir choisir également la fréquence de notre résonateur. Alors, on voulait que ça soit en micro-ondes, évidemment, et dans la gamme entre 9 et 14, c'est assez sympa parce qu'il y a beaucoup de composants dans cette gamme-là. Donc, on avait deux solutions, soit le 10 gigas, soit le 12/8, tout en sachant qu'on doit générer ensuite des fréquences plus basses. Et donc, ces deux fréquences-là sont sympathiques parce que le 10 GHz, on peut faire tout ce qu'on veut à partir de diviseurs par 10, par 5, etc. Et puis le 12/8 par 2. Il y a des fréquences à surtout ne pas utiliser parce qu'ici on a les résonances des ions chrome et fer qui sont des impuretés qui sont susceptibles d'exister dans nos résonateurs. Et qui dit impureté, ces choses-là vont amener des pertes supplémentaires. Donc il faut éviter toutes ces zones grisées ici en fréquence. Et pourquoi le 10 gigas ? Parce que, on le verra dans les problèmes de compensation thermique, il faut être plus bas que la fréquence des ondes paramagnétiques. Ok. Et ensuite, on a ici le diamètre du résonateur en fonction des numéros azimutaux qu'on peut choisir. Et donc, nous, on a choisi de travailler avec un M égale 15, et ce qui nous donne un diamètre d'à peu près 54 mm pour une hauteur de 30 mm. Et là, il y a une astuce c'est Enrico qui a pondu ça, c'est au lieu de choisir 10 GHz pile, parce qu'il y a des problèmes de précision d'usinage. Et si on ne veut pas que le saphir nous revienne trop cher, il faut admettre que notre fréquence, elle ne sera donnée qu'à plus ou moins 5 mégas. Et donc, plutôt que de se focaliser sur 10 gigas, non, on va décaler exprès la fréquence de résonance de 10 MHz. Et comme ça, on aura un gap entre le 10 GHz qu'on veut fabriquer et la fréquence de l'oscillateur qui sera entre 5 et 15 MHz. Et ça, c'est facilement compensable en utilisant un DDS faible bruit 48 bits. Et ça simplifie énormément l'électronique qui va suivre, notamment la synthèse de fréquences. Et ça, c'est un des points forts, je pense, de cette machine. Ok, sensibilité thermique. Donc on a un grand coefficient de surtension, donc on est tranquille sur le court terme. Par contre, comment est-ce qu'on va se passer des fluctuations de température ? Vous avez ici la courbe fréquence-température du saphir. La courbe noire correspond à un saphir pur, qui n'existe pas, évidemment, où on n'a qu'un monocristal d'Al2O3. Et cette courbe est monotone, c'est-à-dire même si à haute température, on a une sensibilité thermique, la pente est importante, elle diminue lorsqu'on refroidit, mais elle est encore trop élevée à basse température pour espérer avoir une bonne stabilité de fréquence. Donc il faut trouver un moyen de compenser cette sensibilité thermique. Et il se trouve que la nature nous le donne gratuitement, parce que même dans les saphirs les plus purs qu'on peut acheter, il y a toujours des impuretés, et en général, on est en présence d'impuretés paramagnétiques, du chrome, du fer, du molybdène. Le chrome, ça vient souvent du matériau de base utilisé, et le fer aussi, du matériau de base utilise la poudre d'alumine. Le molybdène, c'est lié au creuset qui est utilisé pour faire fondre le saphir. Et donc ces matériaux-là
enfin ces impuretés, elles vont générer un petit magnétisme du cristal, très faible, mais qui va évoluer avec la température. Et donc, si je regarde la variation de fréquence en fonction de la température, j'ai un terme AT4 qui représente en fait la dépendance de la permittivité et l'expansion thermique. C'est monotone, c'est la courbe en noir ici. Et le fait d'avoir des ions paramagnétiques, ça va ajouter ici un terme qui est proportionnel donc à la susceptibilité magnétique créée par les ions, qui a cette forme-là. Hein, donc vous avez un ion qui a une fréquence de résonance nu-J, eh bien vous allez avoir une susceptibilité magnétique en fonction de la fréquence qui va évoluer comme ça, une lorentzienne dispersive. Et la hauteur de cette courbe, elle dépend de la température, parce que ça dépend de la répartition des ions sur les niveaux d'énergie de l'ion chrome, par exemple. Et plus la température est élevée, plus on aura... Enfin, à température ambiante, les ions sont répartis de façon équivalente sur les deux niveaux, donc il n'y a pas d'effet paramagnétique. Par contre, quand on refroidit, les ions vont avoir tendance à se placer dans le niveau d'énergie le plus bas, et donc la susceptibilité va être plus forte. Et c'est ça qui conditionne donc la variation de la susceptibilité en fonction de la température. Voilà. Alors une autre façon d'exprimer ça, c'est de mettre... alors oui, pardon, je ne l'ai pas dit, la susceptibilité, il y a une loi qui s'appelle la loi de Curie qui montre qu'elle varie en 1 sur T. Donc c'est une autre façon d'écrire ça. Et donc la température d'inversion, elle va être donnée par cette formule. Et ouais, il faut que ces deux termes-là soient négatifs, je crois. Donc ça veut dire qu'il faut être inférieur à la température, à la fréquence de résonance des ions. Vous avez ici le comportement simulé de 2 fréquences. Le premier à 10 GHz, le premier mode à 10 GHz, avec, on a mis 10 ppb de chrome et on a une température d'inversion à 6 Kelvin. Pour un mode qui est à une fréquence supérieure à la fréquence des ions, qui est 11,4, eh bien on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ici on n'a pas d'inversion, mais une sensibilité thermique exacerbée. Voilà. Et donc voilà, j'ai ici on a résumé le type d'ion qu'on trouve normalement dans du saphir. Donc on a du chrome qui résonne à 11,4 giga, du fer à 12, du molybdène à 165 gigas et du titane qui résonne beaucoup plus haut. Et si je mets 1 ppm de chacun de ces éléments-là, je vais avoir des températures d'inversion. Si je mets 1 ppm de chrome, je vais avoir une température d'inversion de 12 Kelvin. pratiquement 14 pour le fer, 8,4 pour le molybdène. C'est trop élevé. Le coefficient de surtension est déjà bien affecté lorsqu'on est au-dessus de 10 Kelvin. Bon, tout ça pour dire qu'il faut que la concentration en impureté soit relativement faible. En tout cas, bien inférieure au ppm. Et ça, il n'y a aucun fabricant qui accepte de spécifier ces résonateurs à ce niveau-là. Donc la seule solution, c'est d'acheter des cristaux et de les tester, en espérant que la production soit reproductible. Alors vous avez ici encore une autre image qui montre donc, pour un certain résonateur les variations théoriques, les courbes noires, et puis les petits cercles qui sont les mesures de la fréquence en fonction de la température de différents modes, en fonction donc des proportions qu'on met de molybdène, de chrome et de fer. Alors ça permet, ces mesures-là permettent de déterminer les concentrations effectives en ions, à condition de mesurer, pour tous les modes de galerie, il faut mesurer la température d'inversion. Il faut imaginer les heures que ça demande. C'est-à-dire vous changez la température de 0,5 degrés, vous mesurez la fréquence du mode 15. Et puis vous mesurez la fréquence du mode 7, 17, 18, tout ça. Donc ça prend énormément de temps. Mais ça permet ici, vous avez donc en fonction de la fréquence du mode de galerie, les températures d'inversion qui sont observées.
Alors les premiers résonateurs qui viennent des États-Unis, ici, avec les petites étoiles, la température d'inversion, elle est pratiquement indépendante de la fréquence. Tout simplement parce que ces résonateurs sont... Il y a peu de chrome et peu de fer. Il y a beaucoup de molybdène. Et le molybdène, il est à 165 gigas. Donc à peu près tous les modes ont la même température d'inversion. On a continué à acheter des saphirs aux États-Unis et les échantillons qui sont arrivés en 2012, eh bien, ils avaient une inversion qui commençait vers 6 Kelvin et qui montait quand on s'approchait de la résonance du chrome et qui disparaissait entre le chrome et le fer. Tout simplement parce que ce résonateur contenait beaucoup trop de chrome et de fer. Et puis vous avez par exemple ici un Shrokalski qui vient de Lituanie où, eh bien, pour les modes en dessous de la température, de la fréquence du chrome, on a une inversion qui augmente, et puis plus rien après, il n'y a plus d'inversion parce qu'il y a trop de chrome. Ça c'est pour vous montrer comment on détermine les concentrations. Alors vous avez un premier résonateur, vous lui faites rien et vous mesurez les températures d'inversion des modes. Donc vous obtenez cette courbe-là. D'accord? Donc en fonction de la fréquence du mode, ça correspond à M égale 5, je crois, et puis le mode 15, il est par là. Voilà. Donc vous avez ici une augmentation des températures d'inversion à mesure que vous vous rapprochez de la fréquence de l'ion chrome. Vous avez par exemple ici le mode M égale 15 qui a une inversion à 9 Kelvin. Et puis ici le mode 21 qui n'a pas d'inversion parce qu'il est au-dessus de la fréquence du chrome. Et ce que vous faites, c'est que vous injectez dans le résonateur, avec un synthé annexe, vous injectez un signal à 11,4 qui est la fréquence de résonance du chrome. Il y a toujours un mode à proximité, il y a des modes parasites partout. Donc vous arrivez à mettre du 11,4 dans votre résonateur et du coup, si vous mettez assez de puissance, vous saturez la transition chrome. En gros, vous effacez le chrome. Et à ce moment-là, vous avez le mode 15 qui va se stabiliser, dont l'inversion est vers 6,6 Kelvin. Et puis le mode 21, lui, il a récupéré une inversion à 6,5. Et vous tracez cette courbe-là, et vous vous dites, bon, il n'y a plus de chrome, donc il doit y avoir du molybdène, et pour avoir cette inversion vers 7 Kelvin, il faut 320 ppb de molybdène. Bon, vous avez ici des variations qui veut dire qu'on n'a pas tout à fait effacé le chrome, et puis qu'il y a certainement un peu de fer également. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer pour chaque résonateur le niveau de concentration de ces trois éléments. Encore une fois, chaque point, ça représente des heures de mesure à basse température. Parce qu'on a besoin d'observer tous les modes de galerie. Ok, donc cette fois, on a notre inversion, donc on est content. On a par exemple ici un résonateur qui vient du Japon et qui a une température d'inversion de 7 Kelvin. C'est bien. Donc on va stabiliser la température le mieux possible autour de T0. Et puis donc, comme on a une tangente horizontale, les fluctuations de température ne vont pas affecter la fréquence. Sauf que dans tout système de contrôle, on a une erreur et donc on admet que notre régulateur, il n'est pas tout à fait à T0, mais il est décalé à delta T. Et donc, ça, c'est la variation de fréquence qui est en gros une parabole. Si je prends la dérivée ici, je vais avoir une sensibilité résiduelle qui est fonction de la courbure. Et donc si j'admets que je suis capable de stabiliser mon résonateur à la température d'inversion à 1 mK près, et que les fluctuations thermiques sont également à 1 mK près, et bien pour avoir du 10-15, il faut que ma courbure soit inférieure à une certaine valeur. Et donc ça veut dire, ça c'est la variation de la courbure en fonction de la température.
plus la température d'inversion est élevée, plus la courbe, la parabole va se resserrer. Et donc, on sera de plus en plus sensible. Donc, il ne faut pas être à une température trop élevée. Et ça, c'est assez important parce que dans la gamme de températures qui nous intéresse, en gros entre 4 et 8 Kelvin, les propriétés physiques des matériaux évoluent beaucoup. Vous avez des variations en T3 typiquement. Par exemple, la capacité calorifique du cuivre double entre 5 et 7 Kelvin. Également, on utilise des capteurs pour réguler la température. On va utiliser donc des résistances qui sont sensibles à la température. Et les sensibilités évoluent beaucoup également avec la température. Avec le type de senseur, de capteur qu'on utilise, la sensibilité est divisée par 5 lorsqu'on passe de 5 à 7 Kelvin. Ça veut dire que plus la température sera élevée, moins bon sera la stabilité thermique. Moins bonne, pardon. Donc on a résolu, au moins sur le papier, le problème des variations de température. Maintenant, qu'est-ce qui va affecter la fréquence du résonateur ? Un des paramètres importants, c'est la puissance qu'on injecte dans le résonateur. Alors notre résonateur, il est relié à la source froide via une résistance thermique, et puis on va injecter une puissance dans notre saphir. Donc on va avoir un premier effet qui va être un échauffement, même si on met peu de puissance, la puissance va être absorbée par la source froide, et donc on va avoir une élévation de température qui est liée à cette résistance thermique. P fois la résistance thermique, c'est l'écart de température entre la source froide et le saphir. Ça, c'est le premier effet. Ensuite, on va avoir un effet de pression de radiation. On a un coefficient de surtension 10 puissance 9. Ça veut dire que la puissance qui circule dans le résonateur est énorme. Et donc, du coup, c'est la pression de radiation qui va déformer le résonateur. Il change de forme géométriquement. Et donc, si la puissance est modulée, la fréquence va être modulée également. Et puis, on a un dernier effet qui est, les ions, si on leur met trop de puissance, la transition va être saturée. Donc, on va aussi avoir un effet lié à la présence des ions. Si on met tout ça dans la machine, et avec les paramètres de nos résonateurs, on peut simuler assez facilement les variations de puissance. Donc vous avez ici, pour deux de nos résonateurs, nos oscillateurs, les variations de puissance théoriques et calculées, théoriques et expérimentales, les points bleus, les points qui sont assez fidèles. Il y a des différences entre les résonateurs qui sont certainement liées, on n'est pas très sûr encore de tout ça, mais ils sont certainement liés au type d'ion paramagnétique et à la quantité qu'on a dans chaque résonateur. Les MX, donc c'est les cristaux états-uniens qui équipent deux des machines d'oscillateurs IMP, ont des sensibilités à la puissance très faibles, ce qui n'est pas le cas pour les autres cristaux. Mais donc, il faut finalement stabiliser la puissance qu'on injecte dans le résonateur. Et ça, on fait ça de façon basique. Donc on va dériver une partie de la puissance qu'on injecte pour l'envoyer sur une diode de détection et puis réagir sur un atténuateur pour stabiliser donc la puissance injectée. Et la qualité, alors on injecte typiquement 100 microwatts dans nos résonateurs. Et la stabilité de la puissance, elle va être conditionnée à court terme par le bruit de la diode de détection. Mince, on ne connaît pas le bruit de la diode de détection et à basse température, on ne la connaît pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une mesure. C'est-à-dire on va mettre deux diodes dans le froid avec tout un bazar pour faire de la corrélation et tirer le bruit de chaque diode. Ça aussi, c'est des heures de boulot, c'est des semaines même. Et donc on arrive comme ça à déterminer le bruit propre de la diode. On a du bruit blanc et du flicker qu'on peut mettre sur une courbe, et en fonction de ça, on peut se dire que pour avoir la stabilité de 10-15, il faut une sensibilité à la puissance qui est inférieure à cette valeur-là. Il se trouve que nos résonateurs
Les moins bons présentent une sensibilité de 10-7. Donc c'est bon. La sensibilité à la puissance, en tout cas avec ces premières évaluations, sont susceptibles de convenir. Ok, donc on a résolu la température, on a résolu la puissance. Maintenant, on va fabriquer notre oscillateur. Donc on a un objet qui est placé à basse température et le système d'entretien qui est placé à température ambiante. On pourrait se dire, mais pourquoi on ne met pas l'ampli dans le froid? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, pour ajuster notre circuit, c'est très compliqué si tout est cryogénique. Et puis, si on veut avoir un cryogénérateur qui ne consomme pas trop, il vaut mieux éviter de mettre un amplificateur qui va générer une chaleur qu'il faudra extraire. Donc, le circuit d'entretien est à température ambiante. Et donc, on a des câbles qui relient ces éléments-là, qui typiquement font en gros 1 mètre. Et ben, ces trucs-là, ils vont être sensibles à la température, un tas de choses. Et donc, si je change la longueur électrique de la boucle, je vais changer la fréquence. Et si je fais le calcul en considérant que mes câbles, c'est du cuivre, ben, je vais avoir une sensibilité thermique énorme, 3 10-12 par Kelvin. Impossible d'avoir du 10-14 avec ça. Donc il faudra stabiliser la longueur électrique de notre boucle. Et ça, c'est le boulot du contrôle de pente que je détaillerai un peu plus tard. On continue ou on arrête? Alors moi je suis chaud, hein, mais... Alors les vibrations, ouais, les cryogénérateurs, c'est des machines qui vibrent. Ah merde. Et puis les accélérations, elles ne sont pas négligeables. Hein. 10-4G, ça peut sembler ridicule, mais... Et quelle est la sensibilité de notre résonateur? Donc ça, c'est la variation de fréquence en fonction d'une accélération. Manque de bol, on ne connaît pas la sensibilité. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est capable, ça c'est grâce à Guillaume, on est capable de calculer l'effet géométrique, en gros, pour le mode qui nous intéresse, et puis pour une accélération dirigée suivant l'axe Z, suivant l'axe perpendiculaire, il n'a pas fait de calcul, pour l'instant, on n'a pas été jusque-là parce que c'est compliqué et puis c'est long. Donc on a ici une certaine valeur. Et puis, comme je vous l'ai dit, la constante électrique dépend des contraintes qui sont dans le résonateur. Et malheureusement, ben ça on ne connaît pas, en tout cas pas suffisamment. Et voilà, et donc on est un peu bloqué là. Il y a quelques mesures. Alors Luyten, lui, quand il avait son bain d'hélium liquide, il s'est amusé à pencher le bain. Et il a mesuré la variation de fréquence. Et il en a déduit, comme il a pu, hein, une certaine sensibilité accélérométrique. Voilà. Il y a eu d'autres travaux. Ici, c'est les gens de Poséidon, donc qui fabriquaient des résonateurs à température ambiante, qui ont mesuré une certaine sensibilité à température ambiante. Mais ça concerne l'oscillateur complet. Donc on peut avoir des compensations parce que certains éléments de l'oscillateur compensent les défauts du résonateur. Et on a vu, voilà. Et puis ici, avec Marc, on a tenté une mesure. Bon, on a trouvé une valeur, mais tout ça, ça manque beaucoup de précision. Et en tout cas, on a relancé des mesures. Hein. Donc on a été voir nos collègues du DMA, et puis on a monté une cavité qui est spécialement designée pour ne pas avoir de résonance en dessous de 1 kHz. Et puis, donc, on a monté ça sur un bol vibrant, on a asservi un synthétiseur sur le résonateur, et puis on a fait bouger le truc. Et dans le spectre de bruit de phase de l'oscillateur, on a une raie ici qui permet donc d'évaluer la sensibilité accélérométrique du résonateur. Alors ce résonateur, on pouvait le tourner, donc on a pu mesurer la sensibilité accélérométrique suivant 2 directions. Et on trouve, suivant la direction axiale, 10.9 par G, qui est quand même élevé, hein, c'est une variation sévère.
Dans la direction transversale, c'est un peu plus faible, c'est 3 fois plus faible. Bon, bah, si on met ces chiffres en regard des accélérations qui sont susceptibles de générer le cryogénérateur, aïe, on est limité à 10-13. Et donc, ça veut dire qu'il faudra au minimum 40 dB d'atténuation au niveau des vibrations pour espérer obtenir du 10-15, ce qui veut dire un déplacement inférieur au micron. Ok. Alors ça, c'est rigolo, parce que on était en train de... Enfin, Christophe et Benoît étaient en train de finaliser une des machines états-uniennes. Et donc on avait des mesures de fréquence ici, donc c'est ça en fonction du temps, on mesurait par battement, donc tout se passait bien. Puis moi je suis passé avec ma servante en métal, et puis pouf, on a vu un saut de fréquence comme ça. On a mis du temps à comprendre d'où ça venait. Et en fait, c'est lié au magnétisme. Nos résonateurs sont sensibles au champ magnétique. Et donc là, bah, c'est pareil, on a pris le cryostat qu'on appelle expérimental, qui permet de faire des mesures rapides. On a mis 2 bobines autour, et puis on a fait des mesures de sensibilité au champ magnétique, suivant l'axe. Et là, on a vu des choses très bizarres. Alors, donc ici, on a la variation de fréquence en fonction du champ appliqué, et le mode égal 15, c'est celui qui est en rouge gras ici. Et si je regarde les autres modes, ils ont des comportements différents. Et ça, je ne sais pas expliquer encore. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse, parce que je n'ai pas compris. Alors, on peut effectivement avoir une variation, parce que lorsqu'on met un champ magnétique, eh ben, la dégénérescence des niveaux d'énergie des ions, elle est levée. Et donc, on va avoir, au lieu d'avoir une seule courbe de susceptibilité, on va en avoir 2 qui vont s'écarter en fonction du champ magnétique. Et donc, il y en a une qui va se rapprocher du 10 GHz. Ok, donc on voit ici, par exemple, qu'autour de 10 GHz, en fonction du champ magnétique, on peut avoir une variation de fréquence. Mais elle est beaucoup plus faible que celle qu'on observe. Donc ici, j'ai repris le modem égal 15, et la simulation avec le niveau de chrome qu'on croit être le bon, c'est la courbe bleue qui est pratiquement plate, à ce niveau de détail, et la sensibilité qu'on a relevée est celle-ci. Donc, encore une fois, je n'ai pas d'explication. Ce qu'on sait, c'est que c'est lié à la quantité de chrome qu'il y a dans le résonateur, ça c'est évident, parce qu'on a pu tester 2 résonateurs avec des concentrations différentes. Vous voyez ici le montage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chez Casto, on achète 3 bouts de bois, du fil électrique, puis on fait une bobine, et puis on fait une manip. Et donc vous avez ici en rouge un résonateur qui contient 150 ppb de chrome, et on a la variation de fréquence qui est ici à gauche. Et puis celui-là qui en a 5 fois moins, la variation de fréquence est à droite. Elles sont similaires, seulement elle est 10 fois plus faible avec 5 fois moins de chrome. Voilà. Et puis, moi j'ai l'habitude de consulter les nouveautés en cryogénie. J'ai vu cet article-là. Il y a du bruit magnétique dans des pulse tubes. Oh là là, catastrophe. Dans le pulse tube, il y a un matériau qui est une terre rare qui, avec la température, ça fait des champs magnétiques bizarres. Et donc, c'est des gens qui ont mesuré en fonction de la température les variations de champs magnétiques qui existent, hein, mais heureusement, elles sont faibles. 10 nanotesla, ça va, ça ne nous dérange pas. Mais il faut garder ça en tête quand même, parce que, bon, voilà. Alors, à partir du moment où on a commencé à vouloir faire un outil, enfin un objet commercialisable, on a commencé à essayer de s'organiser. Enfin, tout ce qu'on peut faire dans un labo, en tout cas. Et donc, ici, on a répertorié tous les résonateurs qui sont passés dans nos mains.
Alors, il y en a certains qui ont des petits noms, la qualité n'est pas terrible, mais bon, il y en a un qui s'appelle Elisa, l'autre Alizé, l'autre Pénélope, Absolute, Ulysse, Télémaque, voilà. Et puis, il y en a comme ça toute une série. Alors, ils n'ont pas tous des petits noms, mais ici, c'est le type de cristaux, ça vient d'où, à quel moment on l'a acheté, et puis où ils sont, ces cristaux, et puis les températures d'inversion, et tout ça, pour chaque résonateur, donc on a le plus d'informations qu'on a pu récolter, donc sa géométrie, les fréquences mesurées à température ambiante, sa courbe d'inversion, si on l'a placée à basse température, et la fréquence de tous les modes de galerie qu'on a pu mesurer. Et vous avez ici la détermination de la concentration en ions paramagnétiques. Ce document, aujourd'hui, doit faire à peu près 80 pages, je crois. Et bon, ça nous a été utile. Ah ben, c'est une dernière chose. Justement, c'est grâce à ces données, on a pu expliquer un phénomène, on appelle en anglais mode splitting. Les équations de Maxwell en coordonnées cylindriques, elles nous donnent un champ électrique, par exemple. Donc vous avez la variation radiale, la variation axiale, et puis la variation azimutale en cosinus mθ. Mais vous avez exactement la solution, enfin vous avez sinus θ qui est aussi valable. Hein. Et ça veut dire qu'en fait, notre résonance, il y a une dégénérescence. Si le cristal est parfait, ces deux résonances vont être à la même fréquence, elles vont sonder exactement le même matériau. Donc, pas de problème. Mais si vous avez par malheur un accident quelque part ici, vous avez par exemple le mode qui est en cosinus qui va être affecté. Et le mode qui est en sinus, lui, il ne va pas l'avoir, cette perturbation. Et donc ces deux modes vont résonner à des fréquences différentes. Et donc en général, pour tous les modes de galerie, on observe une dégénérescence. Vous voyez ici deux modes qui sont à peu près équivalents. Et ça, c'est gênant quand on veut faire un oscillateur. La différence de fréquence est faible, hein, de quelques kilohertz. Si vos deux modes ont la même amplitude, l'oscillateur va avoir tendance à faire des sauts de fréquence qui va être assez désagréable. Et puis si on regarde en fonction du nombre azimutal cette dégénérescence, on observe des fois que les modes sont bien séparés. Alors évidemment, ils ne sont pas forcément couplés pareils. Mais vous voyez, pour le mode m égale 9, ça c'est des hertz, donc on a en gros 30 kHz de séparation. Mais pour le mode m égale 10, ils sont presque confondus les deux modes. Et jusqu'à présent, je disais, bon, tout ça c'est des défauts, donc on ne sait pas. C'est impossible à prévoir. Les défauts, ils sont certainement distribués de façon aléatoire, donc on fait avec ce qu'on trouve. Voilà. Donc ça, c'était admis à peu près par tout le monde. Sauf que nous, on avait notre database. Et puis là, quand tu regardes, tu te dis, mais non, non. Ça, c'est l'écart des deux modes jumeaux en fonction du nombre azimutal. Ben, ce n'est pas aléatoire. Il y a pour certains, alors ça c'est le nombre azimutal, le nombre azimutal m égale 6, il a des modes bien séparés. Le mode m égale 9 aussi, le mode m égale 12 aussi, 15, 18 et puis 21. Alors que les autres, bon, en général, pour les autres, l'intervalle entre les deux modes jumeaux, il est de l'ordre de grandeur de la largeur de raie, donc on les distingue à peine. Et en gros, tous les multiples de 3, ils ont un mode splitting plus élevé. Et quel que soit le caillou qu'on utilise, qui viennent des États-Unis, de Lituanie, du Japon, c'est pareil. Et puis même si on utilise un WGE, pareil. Même si on utilise une géométrie différente, c'est pareil. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on était inspiré par des travaux qui se passent en optique, parce que les modes de galerie sont aussi beaucoup utilisés en optique, et notamment, il y a des gens, ça, je trouve ça très intéressant, qui font de la détection de virus ou de particules fines en utilisant des modes de galerie. Quand la particule vient se coller au résonateur, on va avoir soit un déplacement de fréquence, soit
une levée de la dégénérescence. Et avec ça, ils arrivent à déterminer la taille de la particule, le nombre de particules, etc. Et bon, il y a beaucoup de papiers qui traitent de ça, et bon, ça a l'air très intéressant. Et j'en ai trouvé un où les gens, pour pouvoir utiliser ces résonateurs, ils voulaient être capables de maîtriser cette dégénérescence, et ils se sont amusés à fabriquer des résonateurs avec des contours modulés. Et comme ça, ils généraient des levées de dégénérescence pour certains modes nombres azimutales. Donc, OK, ça veut dire que nous aussi, on a un défaut périodique, le nombre du résonateur, qui favorise la dégénérescence des multiples de 3. Donc, on a en gros un résonateur qui a certainement une forme où le rayon est modulé. Alors oui, ça c'est... ça m'a fait penser à cet article, est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour? Ça c'est un problème mathématique de fou apparemment. Ils ont mis 30 ans à répondre non. En fait, on ne peut pas déterminer la forme d'un tambour en regardant le spectre. D'ailleurs, c'était démontré dans le domaine micro-ondes. Les gens ont construit des cavités, alors ils appellent ça cocotte et flèche, qui n'ont pas la même forme, mais qui ont le même spectre. Voilà. Bon, j'ai essayé de lire les articles mathématiques, mais c'est imbitable. Hein. C'est la topologie dimension 16, enfin c'est complètement fou. Donc, de façon très modeste, nous, on ne va pas si loin, mais nous, on va pouvoir quand même déterminer la forme de notre résonateur en fonction de ça. Alors pour ça, on va utiliser un modèle de perturbation. En utilisant notre modèle mode matching, on connaît les champs dans le résonateur, donc on peut appliquer une méthode de perturbation pour calculer, si j'ai un petit défaut sur le cristal, eh ben, je peux calculer la variation de fréquence en faisant ici, en calculant les variations d'énergie magnétique et électrique dans le résonateur, calculées avec les champs du résonateur non perturbés. C'est une méthode au premier ordre. Bon, si j'écris ça pour les modes WG, je vais simplifier parce que beaucoup d'énergie est dans le résonateur. Donc je m'occupe que ce qu'il y a dans le résonateur. Voilà, donc j'obtiens, là ça c'est l'énergie électrique et ça c'est la variation d'énergie électrique parce que j'ai fait un trou dans mon résonateur. Je vais simplifier encore parce que le champ, pour les modes WGH, le champ électrique est suivant Z. Donc ça simplifie encore ici. Et puis maintenant, je peux calculer la variation pour chacun des modes jumeaux en mettant cosinus θ. Je vais avoir la première variation. Et puis sinus θ, je vais avoir la deuxième, et je vais faire la différence. Et je vais obtenir donc l'écart entre les modes jumeaux qui s'exprime comme ça. Bon. Ici, donc la variation en fonction de R. Et donc si je mets une modulation de rayon, hein, avec une certaine période, eh ben, je m'aperçois que cette intégrale vaut 0, elle est différente de 0 seulement lorsque P égale 2m. Là, je m'intéresse au mode azimutal d'ordre M. Donc ça veut dire que P est déjà un nombre pair, un nombre entier pair, mais que cette modulation va seulement affecter le mode M égale P sur 2. C'est-à-dire que si j'ai une modulation où il y a 6 pétales, je vais affecter seulement le mode M égale 3. Et les autres vont être non perturbés. Donc pour avoir une répartition telle qu'on l'a observée, ça veut dire que la modulation contient des harmoniques. Bon, là je ne vous détaille pas les calculs, mais en gros on va ajouter donc des harmoniques de cette première modulation. Et bon, finalement, je passe, hein, parce que pour avoir, comme dans d'autres cas, seulement les modes multiples de 3 qui sont affectés, ça veut dire que P égale 6. Et ça veut dire tout simplement qu'à partir de cette simple observation, on peut en déduire que notre résonateur, il a cette forme-là. Et puis la hauteur de chacun des qu'on a ici va nous permettre de déterminer les coefficients de la modulation, les coefficients de Fourier des harmoniques.
Et bon, ben, ok. Et à partir de là, on calcule la forme du résonateur. Hein, donc ça, c'est... Alors, quand on a cherché à publier ça, il y a 2 référés qui ne comprenaient pas cette courbe. Ils m'ont dit, mais votre résonateur, il fait 2 microns de diamètre. Enfin, non, tout le monde comprend. Ok. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ok. Moi, je n'étais pas capable de faire la mesure. Et on a réfléchi un moment avec les gens ici, et puis là, Damien m'a dit, mais il y a une super machine chez Mephisto, là. Alors là, je vous encourage à aller voir cette machine. C'est une machine extraordinaire qui fait des mesures. Enfin, ça a été assez long. Je pense qu'il faut presque une nuit pour faire la mesure. Mais donc, on a mesuré le contour du résonateur. Et regardez, pour 2 résonateurs différents, ça colle parfaitement. Enfin, et là, bon, c'est Samuel qui m'a aidé pour terminer. En fait, c'est lié au plan cristallin du saphir qui réagissent différemment en fonction du polissage. Et peu importe la méthode de polissage, on va toujours avoir ce genre de choses. Et donc ça, c'est un article qu'on vient de passer dans MTT qui est déjà accessible en accès early, là, mais qui devrait être publié de façon traditionnelle un peu plus tard. Voilà. Voilà, donc ça c'était, je crois, le dernier transparent d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.